Transport and deterioration mechanisms in concrete transport mechanisms. Les mécanismes de transport particuliers qui sont des facteurs décisifs pour la durabilité comprennent. Perméabilité comme l'eau sous une pression hydrostatique. Diffusion comme la pénétration du dioxyde de carbone dans le béton ou de la vapeur d'eau hors du béton. Aspiration ou absorption capillaire d'eau ou de solution, ainsi que les combinaisons telles que le transport d'ions par l'eau en mouvement. Le taux de transport est différent pour les différents mécanismes. En particulier, l'absorption d'eau ou de solution par aspiration capillaire est considérablement plus efficace que la perte d'humidité due au séchage. La présence d'eau ou d'humidité est le facteur le plus important contrôlant les différents processus de détérioration, en dehors de la détérioration physique. Le transport de l'eau dans le béton est déterminé par le type de pore, la taille et la distribution des pores, ainsi que par les fissures. Le contrôle de la nature et de la distribution des pores et des fissures est essentiel lors de la conception pour la durabilité. À leur tour, le type et la vitesse des processus de détérioration pour le béton, et pour l'armature normale et l'armature de précontrainte, déterminent la résistance et la rigidité des matériaux, des sections et des éléments structurels composant la structure. Les défauts mécaniques sont définis comme les dommages causés par un impact, une surcharge, un mouvement, une vibration et une explosion, Fig. 1.8. Les dommages qui se produisent seront normalement des fissures, des écaillages, une défaillance du béton due à une contrainte excessive, un rendement, une rupture de l'armature ou une charge de fatigue de ces matériaux. Ces défauts peuvent être étudiés par analyse structurelle traditionnelle. Les fissures influenceront le type et la vitesse de transport des substances dans le béton. Cependant, les fissures structurelles et induites par la charge sont inévitables dans les structures en béton et n'indiquent pas nécessairement un manque excessif de facilité d'entretien ou de durabilité, à condition que le type, l'étendue, la largeur et l'orientation de la fissure soient contrôlés par les processus de conception et de construction. Les réactions chimiques qui conduisent à une diminution de la qualité et à une détérioration accrue du béton sont bien établies. Les plus importants sont la réduction de la valeur du pH du béton due à la carbonatation, réaction des alcalis avec les granulats réactifs dans le béton, comme le montre la figure 1.9, réaction des sulfates avec les aluminates dans le ciment, réaction des acides, des sels d'ammonium, des sels de magnésium et de l'eau douce avec du ciment durci, les effets des activités biologiques. Réactions chimiques et biologiques entraînant une détérioration du béton. Quelques-uns des mécanismes les plus importants sont examinés ci-dessous. L'alcalinité du béton, représentée par la valeur élevée du pH de l'eau interstitielle dans le béton, offre une protection très efficace à l'armature contre la corrosion due à la passivation de l'acier. L'alcalinité du béton peut être réduite par carbonatation, l'un des procédés chimiques du béton, qui peut provoquer une dépassivation de l'acier encastré et déclencher la corrosion. La carbonatation est une réaction chimique entre l'hydroxyde de calcium dans le béton due à l'hydratation du ciment et le dioxyde de carbone de l'atmosphère environnante. La carbonatation elle-même n'endommage généralement pas le béton, mais l'abaissement de la valeur du pH peut entraîner la corrosion de l'armature. Ces dernières années, l'augmentation de la pollution atmosphérique a acidifié les pluies et des valeurs de pH très faibles ont été mesurées dans certaines régions. Cela s'est avéré préjudiciable aux plantes et à de nombreuses matières organiques. Cependant, les pluies acides ne sont pas un problème pour le béton tant que la qualité du béton est bonne. L'alcalinité du béton neutralisera spontanément les pluies acides en raison de la réserve d'hydroxyde de calcium, même dans le béton carbonaté, car la pluie n'a pas de capacité tampon acide. Si le béton contient des agrégats contenant une quantité critique de silicates amorphes, une réaction délétère peut avoir lieu avec des alcalis provenant principalement du ciment. De telles réactions alcali-silice peuvent, dans des conditions défavorables, provoquer de graves fissurations du béton. Selon le type d'agrégat et le mélange de béton, ces fissures peuvent apparaître comme une fissuration fine de la carte, un délaminage de couches minces de béton ou de grandes fissures simples. En général, les réactions alcali-silice se développent par temps chaud et humide. Si une structure sujette à de telles réactions est située dans une zone où les hivers sont froids, la fissuration qui apparaît pendant l'été peut augmenter l'absorption d'eau et, par conséquent, augmenter le risque de fissuration supplémentaire dû aux dommages causés par le gel pendant l'hiver. Cela conduit à un effet synergique néfaste entre les conditions estivales et hivernales.
Dans certaines parties du monde, des dilatations délétères peuvent se produire dans le béton lorsqu'il est exposé aux sulfates contenus dans les eaux souterraines ou les sols. En outre, dans les installations d'égout, les bactéries sulfato-réductrices peuvent produire de l'acide sulfurique qui dissout le béton. Les sulfates en combinaison avec les chlorures, comme dans l'eau de mer, ne produisent généralement pas suffisamment de dilatation pour fissurer le béton. Par conséquent, l'eau de mer n'est pas considérée comme aussi agressive pour le béton que la teneur en sulfate le justifierait habituellement. Les principaux défauts physiques du béton sont causés par le gel et le dégel, aggravés par les sels de déglaçage, fissuration précoce due au retrait et aux contraintes thermiques, recristallisation du sel dans le béton, déformation de séchage et retrait, l'érosion et l'usure. Étant donné que le volume d'eau augmente de 9% pendant le gel, un volume suffisant d'espace interstitiel non rempli d'eau devrait être disponible pour permettre à l'eau de se dilater, évitant ainsi les dommages causés par le gel. La valeur limite de la teneur en eau en cas de dommage est définie par le degré critique de saturation. L'application d'agents de dégivrage sur une surface de béton recouverte de glace entraînera une chute importante de la température à la surface du béton, choc thermique, lors du dégel de la glace. La différence de température entre la surface et l'intérieur du béton donne lieu à des contraintes internes susceptibles d'induire des fissures dans la couche extérieure du béton. Pour les raisons susmentionnées, toute attaque par le gel devrait être considérée comme plus grave en présence d'agents de dégivrage. Par conséquent, pour assurer la résistance au gel dans ces circonstances, une teneur plus élevée en vide d'air fins entraîné dans le béton sera nécessaire. La perte correspondante de résistance du béton doit être prise en compte dans la conception du mélange. Les agrégats qui ne sont pas résistants au gel absorberont généralement l'eau qui se dilatera pendant la congélation et détruiront la pâte de ciment. Les indications typiques de tels processus sont des pulvérisations locales au-dessus d'agrégats de plus grande taille appelés POP. Dans le béton, les forces expansives dues à la recristallisation du sel près de la surface ne causeront généralement que des problèmes mineurs à condition que le béton ne soit pas faible et poreux. L'effet chimique de l'augmentation de la concentration près de la surface des substances agressives est plus important. Néanmoins, il existe des exemples d'entartrage sévère du béton dû à la cristallisation du sel comme le montre la figure. Le béton jeune est sujet à la fissuration. Pendant la phase de transition du béton frais au béton durci, une période critique à faible résistance à la traction et à faible déformabilité commence quelques heures, au plus tôt 2 heures, après la coulée et dure de 4 à 16 heures. Au cours de cette phase plastique précoce du béton, la fissuration par retrait plastique et le tassement plastique ou la fissuration par affaissement peuvent se produire. Le premier type de fissuration est dû à un séchage précoce, en particulier dans les brames, tandis que le second type se produit généralement dans les éléments profonds. La chaleur libérée lors de l'hydratation du béton crée une condition de contraintes auto-équilibrantes, avec des contraintes de traction dans les couches extérieures et des contraintes de compression dans le noyau. Si les contraintes de traction dépassent la faible résistance à la traction du béton durci, des fissures thermiques se forment. Les fissures sont des fissures superficielles, principalement sous forme de fissuration de quartz. Plus graves sont les fissures thermiques développées en raison des contraintes de traction causées par les différences de température entre les joints de construction entre une section coulée précédente et une nouvelle section coulée. Ces fissures peuvent avoir une largeur de 1 à 3 mm et resteront ouvertes en permanence. L'hydratation du ciment a une caractéristique qui peut augmenter la tendance à la fissuration précoce, c'est le retrait autogène, parfois appelé retrait chimique. Cette contrainte de retrait coïncide avec la contraction thermique lorsque le béton se refroidit après le passage de la température maximale due à la chaleur d'hydratation. La conséquence est que la capacité de contrainte de traction disponible du jeune béton pendant le refroidissement est réduite, réduisant ainsi les différences thermiques auxquelles le béton peut résister sans se fissurer. Plus le rapport au ciment est faible et plus la teneur absolue en ciment est élevée, plus la tendance à la micro- et macro-fissuration due au retrait chimique est forte. Le retrait par séchage se produit dans toutes les structures en béton exposées à l'atmosphère. Le taux dépend du mélange de béton, de l'humidité relative moyenne de l'air, de la température, de la forme géométrique et des dimensions des éléments. Le retrait est une déformation imposée, qui peut générer de grandes forces. La fissuration de retrait se développe souvent dans les longs murs, les murs de soutènement, les poutres de lisière sur les ponts, etc.
La bonne quantité et la bonne disposition de l'armature peuvent contrôler l'emplacement et la largeur de ces fissures de retrait, mais ne peuvent pas éviter complètement leur apparition. Les fissures de retrait peuvent être évitées en précontraignant le béton avant que le retrait ne se développe. L'érosion et l'usure sont des processus physiques et mécaniques qui entraînent une réduction des dimensions du béton. Outre les effets évidents de la machinerie abrasive et de la circulation sur les chaussées en béton, l'eau qui coule et éventuellement la glace peuvent provoquer l'abrasion du béton. L'écoulement rapide de l'eau qui passe brusquement des changements dans la section géométrique peut provoquer une cavitation, ce qui a un fort effet de percussion sur le béton. Ce phénomène se produit dans les déversoirs des barrages et dans les canaux et les pipelines qui transportent de l'eau à écoulement rapide. In the next course, we will cover reinforcement corrosion, depassivation of reinforcement, corrosion process, chloride-enclosed corrosion, straight current corrosion, effective temperature. Thank you for your attention.